Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Trek in Storia. Bonjour Arcadie. Et Cyril, tu vas bien? Mais toujours, toujours, toujours. Alors aujourd'hui, on se voit pourquoi? On se voit pour discuter de la meilleure série Star Trek, de l'une des meilleures séries Star Trek, Ça y est, ça commence. The Orville. The Orville. The Orville de ces dernières années. There's a ship available. An exploratory vessel, the USS Orville. And we're offering you command. You're kidding. That's not bad, right? No, it's good. Paint some flames on the side, and maybe like a rainbow unicorn. You got something. Engage quantum drive. We need protection. Protection from what? The krill. You will die. There's no way we're gonna be out by 5 today, are we? You wanna open this jar of pickles for me? I loosened it for you. We're on the edge of the frontier of explored space. That doesn't excite you? Boom, bitch! The Orville premieres Sunday, September 10th on Fox. Cool. The Orville. Alors effectivement, on va parler aujourd'hui de la saison 1 de The Orville, qui est une série qui est sortie en 2017 déjà. Ouais. Là, je pensais que c'était plus récent que ça. Mais non, ça va faire déjà presque 6 ans. C'est pas mal, hein. Ça fait loin en fait. Et Et ouais. avec les 2 ans du Covid où t'as l'espèce de blackout, ça fait encore plus loin. Ah oui, ouais, c'est vrai. Et qui est une série de Seth MacFarlane, le papa d'American Dad ou de... Les Griffin et Ted, super film Ted. Ted, Et il y a la ouais. série Ted que j'ai trop envie de voir. Ah, j'ai pas vu qu'il y avait une série Ted encore, mais... Sur la jeunesse de Marty Mark avec Ted quand ils sont au lycée dans les années 80. En animé ou en live action? En live action. Oh, bah, faut que je me le note, Ok. ça. Ah, voilà, voilà. Elle sort cette année, c'est sorti le 11 janvier 2024. Ok, Et ah oui. voilà quoi. Donc c'est tout neuf. Hein. Et Voilà. donc une série qui se veut être une digne succédrice, enfin, un digne successeur de Star Trek pour beaucoup. Oui. Oui, tout à fait. Et je pense que les définitions, on va commencer peut-être avec ça. Hein. Donc The Orville, c'est... moi je dis The Orville, parce que francophonie. En gros, ce qui est intéressant avec The Orville, c'est, je crois que c'est MacFarlane qui l'a présenté, les gens le présentaient comme c'est une parodie de Star Trek. Très tôt, je disais que c'était pas le cas. Et je pense qu'en fait, il devait dire c'est une parodie de Star Trek pour que les gens puissent dire c'est Star Trek avec de l'humour. Et accepter le postulat. Mais en fait, quand tu regardes bien The Orville, ce n'est pas une parodie de Star Trek. C'est Star Trek, les idéaux de c'est du Star Trek avec les idéaux de Starfleet, mais si les mecs c'est des Monsieur Tout le Monde en fait. C'est-à-dire ils ont des aspirations de Monsieur Tout le Monde. Le meilleur exemple que je peux vous donner c'est le timonier, le noir. Lamar, qui est complètement dans la lignée de Star Trek, c'est-à-dire c'est un génie dans son domaine. Il est très compétent. Il est vertueux. Des fois, il fait des conneries, mais il est vertueux. Mine de rien, il peut être vertueux, surtout dans les saisons d'après. Et en fait, il aime bien boire pendant le service son petit soda et il voulait savoir s'il peut garder. Et en fait, c'est un peu comme dans Kaamelott, tu vois. C'est les gens font leur vie et pour quelque chose de plus grand. Sauf que quelque chose de plus grand n'est pas trop désacralisé par les personnages. Comme dans Kaamelott où très vite, moi le roi je lui dis merde, des conneries comme ça. Là, il y a les gens sont vraiment compétents. Il y a un standing, ouais. Voilà, et pour moi, c'est ça qui marque The Orville, c'est un véritable amour de Star Trek, mais les mecs sont profondément humains. Un autre exemple avec la marque que je donne, qui pour moi, c'est pour ça que c'est pas de la parodie, c'est, je crois que je sais plus dans quelle saison, ils doivent aller d'un point A à un point B pour aller sauver des potes, sauf que le vaisseau est en maintenance. Et t'as le capitaine qui dit à la marque, il fait ouais, calculer les coordonnées pour y aller quoi. Et la marque il fait mais le système de calcul il est pas opérationnel, il est en maintenance. Et
T'as le mec qui fait comment on faisait à l'époque. Il faisait bah on calculait avec à la main. Et t'as l'autre fait bah faites-le. Et tu vois la barre qui lève les yeux genre putain c'est méga relou quoi. Et voilà. Et du coup c'est plutôt ça. Pour moi c'est pas une parodie qui va critiquer, qui va jouer avec Star Trek. C'est vraiment on souligne les trucs rigolos qu'on retrouve dans Star Trek. Et en même temps, c'est drôle parce que c'est des gens tout le monde en fait. Voilà. Oui, d'ailleurs le capitaine, c'est un monsieur tout le monde. Donc Ed Mercer qui est donc le capitaine du Orville. Orville qui est un petit vaisseau, qui est un vaisseau de classe moyenne. Hein, d'ailleurs, on nous le fait bien comprendre, un vaisseau d'exploration parmi une flotte de plus de 3000 navires. C'est ça. Dans un système fédéral comme on connaît dans Star Trek, quoi. Donc, bah, on peut parler direct du pilote où effectivement, on a un mec comme Monsieur Tout le Monde qui un jour apprend qu'il se fait tromper par sa femme avec un mec tout bleu. Voilà, tout bleu. Et tout bleu au regard si profond. Et du coup, pendant un an, il a du mal à s'en remettre, il est en dépression, à tel point qu'on hésite même à lui confier le commandement d'un vaisseau. Parce qu'il est plus investi, quoi. Et donc le pilote, c'est un plutôt bon pilote. On découvre pas mal de choses et on découvre que son commandement en seconde n'est d'autre que son ex-femme qui l'a trompé. Voilà, et l'histoire de The Orville commence ainsi, avec un petit côté sitcom à la Galaxy Quest. Ouais, c'est ça. Et en même temps, en fait pour moi c'est un pilote que je trouve qu'il est parfaitement honnête, il fonctionne très très bien, il est pas dingue et en même temps il faut qu'on présente tous les personnages. On présentera les Moclane, les Isaac, je sais plus c'est quoi le nom du robot. Un Xylon. Un Xylon, et etc., etc. Et en même temps, on te présente. Ce que j'ai aimé, c'est qu'on te présente une histoire à la Star Trek, en fait. C'est juste que c'est des mecs normaux dans l'univers de Star Trek, mais tout le truc avec le baobab et la manière dont ils vont résoudre leurs problèmes, c'est du pur Star Trek et ça ne se prend pas la tête. Et moi, c'est un truc que je reproche beaucoup aux gens. On accepte, je trouve qu'on accepte de moins en moins c'est bien foutu, tout simplement. Tu sais, il faut soit, même les trucs moyens ou random, c'est soit la meilleure chose qu'on ait jamais vue, ça fait les meilleurs comptes sur Netflix, c'est la pire daube. Tu sais, la culture de l'exagération, en fait. Ouais. Et du coup, bah, quand t'as un premier pilote qui est parfaitement correct et qui commence bien, on a perdu ce que c'est de dire, mais en fait, je regarde un bon épisode. Alors. Et voilà. Faut dire qu'à la prod, on a pas n'importe qui aussi, hein, on a Brandon Braga, on a dans les réalisateurs pas mal d'anciens héros de Star Trek. Ouais. Et on a aussi une partie de l'équipe d'American Dad et de Family Guy à l'écriture. Et en plus, ouais, mais tu sens qu'en plus, c'est la même team, c'est des mecs qui se connaissent. J'ai un peu de mal avec le roux au début, le timonier. Excusez-moi, j'oublie tous les noms. Le timonier, il s'appelle Lieutenant Gordon Malloy. Gordon Malloy, joué par Scott Gleams. Voilà. Au début, qui lui, il a un peu trop le côté je fais n'importe quoi. Mais voilà, moi je trouve que ouais, il fonctionne assez bien. Puis on met en place les krill, donc tu sens qu'il est parfait, il est très très bien écrit. Et la manière dont il résolve le souci à la fin, pour moi c'est du pur Star Trek. C'est de l'ingéniosité comme on va retrouver dans un épisode de Star Trek, qui est pas juste qui sait quel le plus gros canon. Oui, oui. Et pour moi, c'est ce qui va être intéressant, c'est que l'épisode d'après, Capitaine Alara, Command Performance. Il y a 2 histoires en une. Voilà, si je ne me trompe pas, c'est l'épisode avec l'énorme vaisseau qui contient une cité, c'est ça, hein? Ouais, voilà, exactement, c'est une sorte de vaisseau. Voilà, et ben ça, pour moi, c'est ce que je dis, c'est une histoire trekkienne dans la plus grande tradition. Regardez, on dirait l'humanité coincée au XIIe siècle, mais où Seth MacFarlane profite des avancées technologiques pour sublimer l'esthétique du propos. Genre, on va tourner dans une bicoque avec 2-3 baraques et tout ça, pour ceux j'ai pas trop envie de spoiler les histoires. Mais à part pour certains points qui pour moi nécessitent une réflexion,
Mais en soi, c'est le classic shit à la Star Trek. On arrive sur une planète, on n'a pas trop de budget. Regardez, c'est comme les cow-boys en 1853. Cette planète a évolué exactement pareil et ça permet de recycler des décors sans avoir à en créer de nouveaux. Et ils arrivent à proposer, une fois de plus, une très très belle histoire, une véritable réflexion à la fin. Et donc, pour moi, quand il fait ça, Seth MacFarlane, il fait son premier épisode. C'est super intéressant parce que quand tu regardes les 3 premiers épisodes, ils sont vraiment bien construits. Le premier te dit ça, c'est notre univers, c'est un peu notre humour, et c'est Star Trek sans être Star Trek. Par contre, le deuxième épisode vous montre qu'on sait faire du Star Trek. Oui, c'est dans la plus pure tradition. C'est un hommage à la cage, hein, cet épisode. Voilà. Et via le troisième épisode, où avec la naissance de l'enfant de Bortus, de Claydon, qui lui est, mais maintenant on va aborder des nouveaux sujets, des sujets contemporains, et qui moi est un des épisodes que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc pour le coup je vais spoiler, c'est-à-dire qu'en gros dans le monde de D'Urville, il y a ce qu'on appelle les Moclane. Les Moclane sont un peuple uniquement masculin. Et en fait, ils sont dans la fédération, ce sont ceux qui fournissent les armes. Ce sont les plus gros producteurs d'armes en fait. Donc ils sont extrêmement importants. Et il y a plusieurs choses, et c'est là que c'est là la force de la science-fiction, c'est que donc étant une société uniquement masculine, techniquement c'est une société homosexuelle. Mais homosexuel se fait entre guillemets en opposition à l'hétérosexualité. Ouais. Et donc tu ne regardes pas une société homosexuelle, mais donc du coup tu vois des hommes vivre en couple. Et la force de la SF te dit mais le contexte fait que ce ne sont pas des homosexuels en opposition à l'hétérosexualité. Et du coup tu peux voir des couples d'hommes. Et la deuxième chose c'est qu'ils sont interprétés par des noirs. Et qui pondent des œufs. Et qui pondent des œufs. Ça c'est très très drôle à voir d'ailleurs. Et ils sont interprétés par des acteurs noirs. Et enfin de ce que j'ai compris. L'homophobie chez les Afro-Américains, il est quand même assez lourd aussi. Et donc, en fait, t'as la possibilité d'avoir simplement un couple extraterrestre. Ils font pas des grandes folles. Ce sont juste, ils ont leur spécificité, comme les Klingons, comme Data peut avoir ses propres spécificités, comme les Vulcains ont leur spécificité. Il se trouve qu'ils sont unisexes. Et donc déjà, ça c'est intéressant parce que ça permet. J'ai déjà montré à des personnes qui, je vais le dire, ont des difficultés à accepter l'homosexualité sans être homophobe, mais ont des difficultés à considérer la chose, ça a un peu les fait hausser les sourcils, mais qui arrivent à s'attacher à ces personnages-là. Parce que ils ne sont pas humains. Et donc ça permet du coup de balayer la considération terrienne pour se concentrer sur les émotions. Et c'est ce qui arrive avec le pitch, le twist de cet épisode-là, qui est qu'en fait, donne naissance non pas à un mâle, mais à une femelle. Et on découvre qu'en fait, les Moclane, il y a toujours une petite part de leur civilisation où ce sont des femelles. Et en fait, ils font une opération pour la transformer en homme. Et tout l'épisode, c'est un débat sur est-ce qu'on doit laisser, en gros, faire une opération, une intervention sur cet enfant et l'empêcher de décider du genre qu'elle voudra aborder plus tard. Sachant que dans l'univers de D'Urville, cette intervention n'est pas plus invasive que le bec de lièvre, qu'une opération sur le bec de lièvre. Et en fait, pour les Moclane, ouais. Pour les Moclane, ils disent mais chez nous c'est la même chose que quand tu fais opérer un bec de lièvre, il y a une anomalie sur ton gosse et c'est pas une intervention lourde, il est capable de le faire, on le fait. On se pose pas la question de ce que l'enfant veut. Et nous considérons la féminité, le fait que ce soit une femelle de notre enfant, chez les Moclane, comme étant aussi dérangeant qu'un bec de lièvre. Et donc handicapant. Donc vient tout ce débat, et c'est un super débat qui pour moi aurait pu être encore plus réfléchi sur certaines choses, sur certains arguments. Mais ce qui est intéressant, c'est la question n'est pas la transidentité. Et est-ce qu'on a le droit de le faire ou pas? La question, c'est quels sont les arguments qui vont graviter autour de ça. Qu'est-ce qu'on fait quand on a une société qui est unisexe et on te dit mais elle sera jamais acceptée dedans. Donc c'est créer un handicap pour toute sa vie, alors que ta volonté c'est la préservation de ta progéniture. Comment tu peux appeler ça de l'amour? Enfin, et il y avait vraiment, c'est ça que je trouvais ça vachement fort, et c'est la force de la science-fiction, c'est que je vais spoiler la fin de l'épisode si vous voulez pas l'entendre. Je fais un claquement de doigts.
À la fin, l'enfant est considéré comme va subir une opération et donc deviendra homme. Et ce qui est intéressant à se poser à ce moment-là, c'est on sait que c'est une bombe à retardement, puisque la question, c'est la transidentité. La question, c'est quand. Et là, on n'est plus dans... le problème de la transidentité, c'est que c'est du ressenti. Se base sur du ressenti. Avec la dysmorphie, dysmorphie, oui. La dysmorphie. Donc, c'est je ressens que je ne suis pas dans le bon corps. Le ressenti pouvant être trompeur et surtout remis en question, c'est très facile d'être à l'encontre. La question aussi ne se pose pas, en fait. C'est ça que j'aime bien, c'est que c'est balayé. C'est, ok, d'accord, c'est des ressentis, c'est des machins. Sauf que là, on a un personnage qui est effectivement né femme, à qui on a forcé d'être un homme et qui va vouloir plus tard, c'est couru d'avance, revendiquer sa féminité et le fait qu'elle veut être femelle. Et puis, il y a aussi cette histoire de couple. Donc le couple où Bortus se pose la question de finalement faire l'opération ou pas à la fin. Et ça aura des répercussions plus tard dans les autres saisons. Et ça crée des dissensions, à nouveau des débats. Et c'est ça que c'est intéressant. Pour moi, c'est là qu'on fait du grand Star Trek. Contrairement à d'autres scénars où la transidentité est une réalité inaltérable avec laquelle tu peux pas dealer. Et c'est la plus belle chose qu'on ait jamais faite sur Terre. Il y a des scénars comme ça que je trouve un peu lourds, où la bigenrité et tout. Là, la question, c'est, mais en fait, comment on va réfléchir par rapport à ça? C'est se concentrer sur notre rapport à ça, en tant que personne extérieure à cette question-là. Est-ce qu'on a le droit d'intervenir? Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on a le devoir d'intervenir? Est-ce qu'on n'est pas en train d'empiéter sur des spécificités culturelles juste parce que toi ça te plaît pas, etc., etc. Et c'est ce que j'adore avec cette question-là et la manière dont elle a été traitée. Même si on verra dans les saisons plus tard, donc dans les prochains podcasts, la finalité n'est pas très dingue. J'ai énormément parlé. Je te laisse l'épisode 4. L'épisode 4, l'épisode 4, il s'appelle Perdu dans l'espace, en français. Alors, petit clin d'œil à la série Perdu dans l'espace, où effectivement, le Orville trouve un vaisseau générationnel. J'ai un vaisseau générationnel dont les habitants ont oublié qu'ils étaient dans un vaisseau. Et sont plus portés sur le côté amiche de la chose que du côté vaisseau spatial, quoi. Ah, mais alors c'est cet épisode-là que je me suis gouré. J'ai confondu l'épisode 2, je vais revoir. Vas-y. Voilà. Pas mal comme épisode. C'est vraiment un classique du space opéra en général, quoi. Visiter une espèce dans un vaisseau gigantesque d'une nouvelle technologie. Et puis, savoir est-ce qu'on remet en cause leur tradition, parce qu'ils ont ils ont créé tout un mythe autour du fait que ils sont seuls dans l'univers. Et de voir arriver des extraterrestres, là en l'occasion des êtres humains, ça va remettre en cause tout leur dogme. Donc et puis est-ce qu'il faut réparer ou pas le vaisseau? Ouais. Voilà. Du coup, moi c'est cet épisode-là dont je parlais, j'ai confondu avec l'épisode du zoo. Oui, j'ai vu que t'avais. Mais le zoo aussi, c'était un énorme vaisseau, donc c'est pas. Okay. Donc, ouais. En général, les autres ont des énormes vaisseaux. L'Orville étant un petit vaisseau, tout paraît gigantesque, quoi. Voilà, à côté. Bon petit épisode sympa. On en apprend un peu plus sur les Krill. Parce que oui, pendant que il y a une équipe à bord du vaisseau générationnel, le reste de l'équipage part aider une navette ou un autre vaisseau qui se fait attaquer par les Krill. Voilà. Rien de particulier à dire dans cet épisode, c'est vraiment un épisode très très tien. Je pourrais en sortir. Il y a Picard qui a fait la même chose au moins 10 fois, quoi. Une fois de plus, pour moi, c'est justement c'est là que je vais revenir avec ce truc, c'est que quand je dis que The Orville est une des meilleures séries Star Trek qui est faite, c'est que plus que, faut pas oublier qu'au même moment on a Discovery, on a Lower Deck maintenant, et même Strange New World. C'est quand ils font cet épisode Perdu dans l'espace, quand ils font le Capitaine Alara, le deuxième épisode, ou même le premier, c'est exactement ce que Star Trek doit être. Il te propose une thématique, tu réfléchis autour de cette thématique, et c'est une petite aventure, c'est fun.
Et ils le font très bien, et je trouve ça très intéressant, ce truc de dire, ok, bah après un épisode qui est quand même très très lourd sur les questions sociétales qui parcourent notre époque, avec les kicks, et dans le sens où ça crée des dissensions fortes dans le débat. La question, on revient avec un petit épisode très classique, et on revient un peu à la maison, on est habitué, et c'est un bel épisode, et on a bien réfléchi, et il est parfaitement bien exécuté, et c'est ça que j'aime bien. Donc une fois de plus, il est très malin en fait, ils sont très malins de caler des épisodes lourds entre deux épisodes simples, et une fois de plus, enfin moi j'aurais adoré voir cet épisode-là dans un Strange New World. Pour tout ce que j'aime Strange New World, la décision, ils n'ont pas encore réussi à faire un épisode comme ça. Ils ont trop. La première saison, c'est que on fait ses gammes, et peut-être l'épisode pilote, tu vois. Mais c'est on fait ses gammes. Et la deuxième saison, c'est la croisière s'amuse. C'est plus belle la vie dans l'espace. T'es dur quand même. T'es dur. Non, parce que ça empêche pas la qualité de la série. J'ai pas de problème avec ça. Il y a des très très bons épisodes. Ça reste une série que j'aime beaucoup. Je dis juste que quand tu vois la qualité de comment on fait du classique Star Trek, avec comment D'Urville a réussi à prendre du classique Star Trek et en faire quelque chose d'un petit peu plus neuf, je n'ai pas souvenir d'avoir eu un épisode vraiment comme ça, notamment dans Strange New World, qui se revendique vraiment on revient sur des bases. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. C'est même pas, je taunte même pas Discovery et Lower Deck, puisqu'en fait, ils ont voulu aller dans leur délire à eux, et je l'accepte parfaitement. J'accepte qu'ils ont voulu faire leur chose, leur récit à eux, même si je n'apprécie pas le résultat forcément. J'accepte que, nous, on a voulu faire notre choix. Ce que Strange New World fait, c'est on fait nos gammes, et même en faisant ces gammes, je n'ai pas souvenir d'un épisode, à part le tout premier. Je n'ai pas souvenir d'un épisode, le tribunal, je crois que c'est l'épisode 2 de la saison 2. Je n'ai pas souvenir d'un épisode où on est cette finesse d'écriture-là à la Star Trek. Ouais, voilà. T'as raison. C'est surtout ça, en fait. T'as raison, mais c'est sans prétention. Il n'y a vraiment aucune prétention dans l'univers de The Orville, ce qui fait que la série en elle-même reste toujours regardable. Même des années après, tu vois, j'avais encore l'impression, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ça avait été tourné il y a 2-3 ans, quoi. Ouais, tout à fait. Ça reste dans ce qui se fait et dans ce qu'on demande en termes de divertissement, quoi. Tout à fait. Voilà. Et une grosse force de The Orville, c'est le casting. Petite transition pour l'épisode Jalousie, Priya, où on a carrément Charlize Theron qui vient faire un petit rôle en tant que voyageuse du futur qui sauve l'Orville d'une catastrophe pour mieux le revendre à des collectionneurs du futur. Donc pas mal aussi, c'est un petit épisode où ils ont mis plus le budget sur le salaire de Charlize Theron, mais il y a une deuxième histoire avec l'émancipation d'Isaac, le robot, le Cylon, qui essaye de comprendre ce que c'est que faire des blagues. Et il arrive à couper la jambe d'un membre d'équipage. Ouais, et en même temps, ça marche, tu vois. Ils arrivent à créer cette... Isaac est un des personnages que j'aime beaucoup. Pareil, ça fait partie de ces épisodes où on prend le temps d'installer comment on dit ça, les implications entre les personnages, leurs rapports sociaux, en fait. Et une fois de plus, c'est la première saison, pour moi, la première saison de D'Urville, c'est cool, ça fait du bien, c'est chouette, t'as envie de voir la suite. Et pour moi, est-ce que c'est pas ce que Star Trek a toujours été, c'est-à-dire une série qui te fait du bien, t'as envie de voir un autre épisode, et tu vois, si tu la mets à contrario de Star Wars, qui c'est du grand spectacle. Non mais... Tu vois, c'est du grand spectacle, c'est impliquant, il y a des émotions fortes. Star Trek, chaque fois que je vois un épisode, c'est j'ai fini mon épisode de la semaine, tu vois. Voilà. Et je trouve que D'Urville, à nouveau, fait ça très très bien, profite vraiment. C'est pour ça que je regrette que ce soit pas estampillé Star Trek. Putain, il aurait dominé le game, il aurait dit mais les gars, c'est comme ça qu'il faut faire. Et ça aurait été juste magnifique. Et surtout que Seth MacFarlane, c'est un fan incontesté de Star Trek. Hein. Mais ouais, il est dans Enterprise, il a joué. Voilà, il joue dans Enterprise, il se fait engueuler à chaque fois. Il joue un sous-off qui se fait engueuler à chaque fois, quoi.
Mais c'est là que tu sens, et je vais revenir un peu avec ça, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est là que tu sens que ça a été, je vais pas présumer des auteurs de Discovery, mais Discovery était quand même très cadenassé par un cahier des charges. C'est là que tu sens la différence entre on est cadenassé par un cahier des charges et on fait du Star Trek, et je veux faire du Star Trek et j'implique ce cahier des charges, c'est-à-dire des questions sociales et sociétales actuelles. Et c'est bon, quoi. Et tu sens l'amour qui transpire. Il y a une blague qui fait que j'adore, je crois que c'est en saison 1, mais à un moment donné, ils discutent avec l'amiral et ils font ah oui, et ils leur donnent la classique shit mission Star Trek, et vous devez déposer tel gars à tel endroit. Tu sais, on doit comparer. Alors dans Picard, c'est enfin pas dans Picard, mais dans TNG, c'est souvent journal de bord du capitaine. Nous sommes mandatés par la Fédération pour accompagner une délégation étrangère, blablabla. Et là, t'as McFarlane qui traduit le truc et qui dit alors c'est super sympa, on fait ça, mais on a un peu l'impression d'être un taxi. Et en fait, t'as vraiment ce côté où, et tu vois qu'il le dit en mode c'est quand même la hiérarchie, tu vois. Et je la respecte. Il fait alors c'est super cool, hein, mais en fait on a un peu l'impression d'être un taxi. Et ça, et là on entre dans. Pour moi, c'est pas de la parodie, c'est juste on rigole, on s'amuse des trucs à la Star Trek, sans se moquer de mais enfin c'est quand même pas possible. Oh ta gueule, enfin tu vois. Et ils le font et ils font bien leur boulot parce qu'ils sont compétents. Là où je suis d'accord avec toi, c'est pour résumer ce que tu dis, c'est qu'en gros la saison 1, elle prend le temps de poser les choses, de poser les personnages et pas de les essentialiser. Le gros problème qu'on a dans Discovery aujourd'hui, c'est que ils nous ont vendu des personnages, par exemple, on parlait de transidentité tout à l'heure, quoi. Mais voilà, ils nous ont vendu des personnages ayant des caractéristiques, étant caractérisés, ayant une corde à leur arc. Et puis maintenant, dans les dernières saisons, c'est comme si on est incapable de retenir leur prénom. C'est-à-dire qu'à part un ou deux personnages, tout le reste, on les connaît pas, quoi, finalement. On nous les avait survendus, ils ont fait 4-5 épisodes, et puis après, bref, on ne sait plus quoi en faire. Là, tu sens qu'il y avait vraiment une bible qui avait été mise en place, où tu sens qu'ils allaient développer chacun des personnages, et on verra plus tard dans la saison 2, mais que le développement de personnages pouvait aller aussi jusqu'au départ de certains personnages. Mm-hmm. Donc, parce qu'ils avaient fait ce qu'ils avaient à faire sur le vaisseau, et ils avaient accompli leur quête initiatique sur le vaisseau et développé plusieurs caractéristiques. C'est ça. D'Orville prend le temps de poser les choses, même la relation capitaine et commandant second, qui est le moteur, qui était, et c'est ça qui est assez rigolo, que vous nous avez vendu ça, quoi, qui était censé être le moteur humoristique de la série. C'est-à-dire comment est-ce que tu co-diriges un vaisseau avec quelqu'un qui t'a trompé, et avec quelqu'un pour lequel tu as encore des sentiments, donc ça devait faire aussi un peu rom-com, quoi. Passe totalement au 3e, 4e, voire 5e degré, quoi, pour s'intéresser très vite aux personnages. Ouais, clairement. Et c'est ça. Et c'est vraiment, c'est une maestria, quoi. Et une fois de plus, ça n'a pas à être grandiloquent, ça n'a pas à être, t'as pas à être soufflé par ce que tu vois. Pour moi, ça n'a jamais été le but de Star Trek. C'est des petites histoires en série. Et c'est cool quand t'as des trucs importants, mais elles sont beaucoup plus importantes dans le lore que à la télé, je trouve, à l'image. Et je pense à la guerre contre les Borg, la grosse bataille, la Wolf 359. Ouais, voilà. Quand je la vois, je fais OK, d'accord, bon. Wolf 359, on la voit très peu. Petite oui, mais quand tu la vois, elle est grandiloquente. Voilà. Pour moi, c'est ça. C'est pour ça que c'est du bon Trek, c'est que il propose ta petite histoire, t'as fini ta semaine. Je te dis, je l'ai proposé à un ami. J'ai un ami que j'ai essayé de convertir à Star Trek avec les films. Il a adoré Into Darkness. Et c'était surtout pour l'introduire à l'univers, quoi. Et puis j'ai essayé de lui montrer Strange New World, il fait ouais, ok. Et je lui ai montré Discovery. Et il a accroché à Discovery. Je lui ai montré d'Orville et il a accroché à d'Orville. Mais pour moi, en accrochant à d'Orville, il accroche à Star Trek, en fait. Ouais. Il accroche à ce qu'est Star Trek. Et hier, on a eu une conversation énorme sur la saison 3, on en parlera plus tard,
dans un autre épisode, toi et moi, mais on a eu un énorme débat, et c'était un débat de Star Trek, de Trekkie. On est là tous les deux à dire ouais mais argument A, oui mais du coup tu dois prendre en compte l'argument B, oui mais en fait non, oui mais en fait si, mais on parle quand même d'une race extraterrestre. Enfin, tu vois, et ça partait de à la fois le débat moral comme Star Trek peut te l'apporter et le côté gros nerd où oui mais on est d'accord quand même que les Klingons ils ont 2 foies. Ah oui, qu'est-ce qui se passe si j'utilise un phaser sur un foie et que l'autre il peut. Enfin tu vois, c'est que des conneries comme ça. C'est ce genre de choses et pour moi c'est pour ça que The Orville c'est une claque qui malheureusement a été en perte de vitesse sur la saison 3 pour plusieurs raisons. Je veux un peu sauter quelques épisodes parce que voilà, basiquement on dit ce qu'on dit. Enfin, on va faire que répéter ah oui c'était bien. Et alors il y a cet épisode qui est l'intelligence cachée, New Dimension. Ah oui. Là on est dans du pur Star Trek, qui est très simple en fait, qui est ils sont attaqués par des Krill, je crois, ils essayent de s'échapper et ils rentrent dans une dimension en 2D. Ça m'avait mis une claque cet épisode à l'époque. Ouais. Et donc on est dans une dimension en 2D et le fameux Sense of Wonder, le fameux Space Odyssey, tu vois, comme je disais, la science-fiction odysséenne, on est en plein dedans. Et c'est con, tu vois, ils sont dans un monde en 2D. Et je me suis dit, est-ce qu'ils vont partir oh là là, on fait des dessins, on est en dessin animé prout-prout. En mode Pac-Man. Voilà, et en fait, pas du tout. Et c'est super beau à voir. Et en fait, il n'y a rien à dire de plus. Mais quand ils font, pour moi, New Dimension, ils sont là Là, on est dans du TOS. Tu vois, par exemple, quand on est dans Démocratie Totale, Majority Rule, quand on est dans le zoo, on est dans du TNG. Ouais. Quand on est dans Démocratie Totale, on est même dans du Dark Mirror. Hein. Oui, mais je parle d'un scénario qu'on va trouver dans TNG. Que par exemple, tu vois, la question de genre, c'est à l'époque Picard, ça va être, tu vois, où il y a du budget et il y a de l'ambition. Mais quand on est dans Intelligence cachée, donc dans New Dimension, on est dans TOS. Oui. C'est un épisode de TOS. Et c'est tout ce que j'aime dans TOS. Prenez-le, vous pouvez le voir comme ça. Il y a, ah là là, on échappe à des Krill. T'as pas besoin de savoir qui sont les Krill, ce sont des méchants. C'est vrai. Les Krill sont les Klingons de cet univers-là. Ils sont magnifiques. Oui, ils sont très serpentins, j'allais dire. Ouais, très... merde, comment on dit ça Reptiliens. Reptiliens, ouais. Et ils sont superbes. Je trouve que c'est vachement cool que ce soit des Klingons. Tu sais, c'est les Klingons bis, mais il a réussi à faire tu sais, genre c'est pas socialement des Klingons, c'est pas des guerriers, tu vois, il y a tout un truc qui est réfléchi. L'épisode où ils vont découvrir leur livre sacré. Leur livre sacré, c'est génial. Et du coup, enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça qui sont super bien foutus. Et voilà, donc mais t'as pas besoin de savoir ça, t'as juste besoin de savoir que les Krill, eh ben en fait, c'est les méchants. C'est les méchants de leur univers, quoi. C'est assez binaire pour le moment. C'est ça, et c'est super bien foutu. Et cet épisode découverte d'un univers en 2D, t'avais la question, mais comment vont-ils faire pour la représenter? Et une fois de plus, t'es pas déçu, quoi. Oui, mais moi, il m'avait mis une claque cet épisode. C'est ça. Avec l'épisode Une démocratie aussi. Donc c'est là où j'ai compris qu'on n'était pas là pour rigoler. Donc une démocratie, c'est un monde où tout est régi par le nombre de likes, de dislikes que tu prends, quoi. Et si tu as trop de dislikes, tu peux être rééduqué. Et bien sûr, Lamar fait une connerie. Et tout le monde le dislike. Et on essaye de faire une campagne de réhabilitation pour essayer de le sauver, quoi. Ouais, là, j'ai trouvé que ça jouait en plus avec les codes du moment, quoi. Ouais, c'est ça, on te dit, ok, maintenant on va aussi, Star Trek, alors on va parler, en fait, c'est comme, on parle de la transidentité, donc on parle de ce qui se passe actuellement, et celui-là, ouais, mais les gars, la société actuelle, c'est pas juste la question de genre, c'est aussi la question du like, c'est aussi la question de notre rapport aux réseaux sociaux. Et je trouve ça génial, parce que du coup, une fois de plus, ils se posent la question ils abordent un véritable sujet de société, et hop, c'est parti, quoi.
Alors, je voulais aussi aborder le fait qu'il y a un sens du détail dans The Orville qui est remarquable pour une série qui n'a pas dû être facile à produire non plus. Que ce soit sur les costumes, que ce soit sur les ambiances. C'est jamais trop, mais il y a toujours ce petit détail en plus qui fait que tu te dis ah ouais, je regarde la SF. Bah, pour revenir sur par exemple Une démocratie totale, je sais pas si tu as fait gaffe, par exemple, ils ont leur col, ils ont des doubles cols de chemise. Ok. Ils ont 2 fois le col et les cravates elles sont en plastique, le nœud est en plastique et après il y a du tissu quoi. C'est con hein, mais pour moi ça fonctionne totalement, tu vois, il y a une vraie recherche. C'est pas l'extraterrestre de la semaine quoi. C'est vrai. Une vraie recherche culturelle. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans le souci du détail? Les extraterrestres. Enfin, tu vois, on nous en présente beaucoup sans nous dire hey, vous avez vu, il y a des extraterrestres. Oui, il y a même des extraterrestres qui estiment qu'on est trop bête pour parler avec eux, quoi. Mention spéciale à l'ingénieur, là, qui est une espèce de glaire. Et tu sais, au début, tu fais ouais, vas-y, c'est des blagues. Et en fait, bah, ça devient un élément du vaisseau à part entière. Qui fait des blagues aussi, quoi. Et qui fait des blagues. Et voilà, donc non, c'est. Qui a une histoire d'amour avec le docteur. Ouais. C'est une histoire d'amour. Ouais. Une seule histoire. Et après, il y a, je vois le dernier, un crise de foi. Pas énorme pour finir une saison, mais bon. C'est vrai que c'est ça. C'est pas un épisode de fin de saison. Et alors là, c'est vraiment parce que j'ai envie de voir le verre à moitié plein. Littéralement, je vais pas le cacher. Et en même temps, j'en ai un peu marre des fins de saison turbo cliffhanger. Tu vois, qui c'est censé être incroyable et t'accrocher pour la saison d'après. En spécial Supernatural. Et ce que ne faisait pas Star Trek. Et là, t'as juste un épisode. Ce qui est un peu dommage, c'est que tu conscientises pas que c'est la fin d'un arc. Ce qui fait beaucoup plus avec la saison 2. Mais je peux lui pardonner quand tu dis bon bah on fait un test, on regarde si ça marche et voilà. Mais en même temps, il aurait peut-être pu vraiment clore plusieurs. Enfin, tu vois, une histoire fondamentale plus importante. Mais voilà, c'est chouette à vivre, c'est ta petite histoire. On dirait qu'il manque en fait un épisode en plus. Oui. Ouais, l'épisode, il est pas mauvais. On dirait qu'il manque juste l'épisode d'après. Il manque un épisode où il règle un truc dans le vaisseau et ça finit par ok, bon ben on peut travailler ensemble vraiment, machin. Capitaine, où est-ce qu'on va? Offrez-moi cet horizon. Enfin, tu vois, et ça finit comme ça, genre la fin de Star Trek 5. Oui. Quand Kirk se barre, tu sais, en emportant tout l'équipage dedans qui avait rien demandé. Il y a que 13 épisodes dans cette saison. Hein. Bah voilà, je trouve que ça manquait juste d'un petit épisode qui clôture vraiment bien. Où allons-nous, capitaine? Bah à la fin du premier épisode de Strange New World en fait. Tu vois là, oui. C'est ça qu'il aurait fallu. Tu vois, il termine même cet épisode-là où il y a un truc un peu plus lourd avec les Krill ou alors ils inversent. Ils mettent crise de foi avant et ils terminent avec l'intelligence cachée. Ouais. Et tu vois, t'as l'épisode Nouvelle Dimension, t'as la dimension 2D, il finit et là tu repompes la scène de fin du premier épisode Strange New World de la saison 1. Où allons-nous, capitaine? L'espace, la frontière de l'infini, explorer de nouveaux horizons. Tu vois, il fait le speech et ça part et boum, et t'as fini ta première saison, il fait yeah. Tu vois, ça aurait été trop bien. Mais voilà, c'est juste de l'appréciation personnelle. Donc en fin de saison, c'est pas ouf, mais ça aurait pu être. Bah, depuis le début, on n'arrête pas de dire ouais, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Bon, après, pour être aussi tout à fait franc, c'était très bien parce que de l'autre côté, il n'y avait rien qui pouvait proposer mieux. Exactement. À l'époque, et qu'encore aujourd'hui, c'est très bien parce que ça reste classique. Ouais. Moi, par exemple, cette saison 1, je trouve qu'il y a beaucoup de manque de rythme sur les dialogues. Ouais. Tu sens qu'ils n'ont pas encore trouvé leur ton. Ouais, quand tu sais que c'est le père de Family Guy, d'American Dad, quoi. Mais où ça fuse, il fait les voix. Mais en fait, je peux comprendre hein, parce que
Je pense je pense vraiment qu'il a dû dire oui, en fait, c'était une parodie pour que on lui foute la paix. Qu'il a dû essayer de trouver ce ton parodico, mais en même temps, j'essaie d'être sérieux parce que j'adore Star Trek, et que la première saison, c'est un premier test, tu vois. Le ton et son rythme, il le trouve directement dans la saison 2, je trouve. Tu vois. Un peu plus. Et donc, du coup, première saison, il prend ses marques, et à nouveau, je suis pas du tout objectif, c'est tous les défauts qu'on pourrait y mettre qui existent. C'est très académique, par exemple. Voilà, moi je peux faire. Les dialogues, c'est chant contre chant, quoi. C'est ça, mais je peux faire. Ok, il prend ses marques, il a pas droit à l'erreur, il est très safe et des fois il bégaye, quoi. Mais c'est pas grave parce que les premières saisons sont jamais réussies. Big Bang Theory, ça dure 12 ans. Quoi qu'on pense de la série, c'est un banger parce que non, mais quoi qu'on pense de la série, c'est un banger parce que ça a duré 12 ans et pendant 12 ans, des mecs ont eu un taf. Hein. Et moi, ça m'a fait rire. Et il a fallu, je crois, c'est à partir de la saison 3 que ça a explosé. Donc et quand tu vois le pilote, le premier c'est pilote, ça. Wow. Et ils ont utilisé, je vous invite, le Binge Doctor sur l'enfer de la YouTube, le Binge Doctor sur l'enfer de Big Bang Theory, t'explique, ils ont dû les mettre c'est la technique du hamac qu'on appelle ça. On met entre deux séries phares, on met un épisode de la série un peu moins bonne parce qu'en fait, il est porté par les deux séries phares. Parce que comme tu veux regarder ton épisode, je veux dire une connerie genre Buffy, et qu'après il y a Friends, t'acceptes de regarder Big Bang Theory et ça laisse le temps d'habituer les gens et de prendre. Les premières saisons, ça a jamais été... Game of Thrones, on a commencé à en parler à partir de la saison 3. J'ai rarement vu des séries où la première saison était tip top. Il faut qu'il laisse le temps de trouver son plan et je trouve que les premières bases qu'il met, tu fais putain, mais le mec, tu sens que ça lui tenait à cœur. En fait, c'est ça, tu sens que ça lui tient à cœur de ouf. Et je pense qu'il était coincé par c'est Seth MacFarlane, il va faire des proutes, et des blagues et des griffines, et des blagues et des machins. Donc du coup, il fait ok, je vais faire des blagues parce que j'aime bien ça. Mais en fait, c'est Star Trek, les gars, serious business en fait. Oui. Et je pense que c'est ça qu'il essaye de faire et que ce problème de rythme qu'effectivement tu soulignes qui est vrai, il n'a pas encore réussi à s'imposer les histoires que je veux faire parce que tu vois qu'il veut vraiment faire des histoires sérieuses en fait dans les saisons d'après. Et ce truc d'humour où, genre par exemple, l'exemple pour moi total, c'est Lamar quand il fait une merde dans l'épisode, dans l'épisode du suffrage de la démocratie. Ouais, quand il danse autour de la en fait, c'est juste gênant. Et quand je vois ça, je me dis, ce mec est juste un débile en fait. Et c'est pas drôle. Et là, je pense qu'on est dans le Family Guy thing, tu vois, dans le c'est trop perché, donc c'est ce que Seth MacFarlane fait et c'est cool, mais ça fonctionne pas dans The Orville parce que par exemple le rouquin Malloy qui dit des conneries des fois. Au début je pouvais pas le blairer, ce mec qui disait des trucs, mais en fait au bout d'un moment tu as juste dit ferme ta gueule en fait. En fait, voilà. Il est bête, c'est tout. Oui, et en même temps, il est bête. Voilà, et en même temps, tu sais, t'as ce truc du aller un petit coup du rayon qui tire, un petit coup du rayon qui pousse. Ça, pour moi, c'est une blague à la... Oula, il y a un peu d'embarras. C'est une blague de Star Trek qui, pour le coup, que je trouve assez rigolote, qui est... c'est comme ça que je le vois, mais c'est, tu sais, amener le rayon... avez-vous... Tu sais, c'est... Star Trek te dit, avez-vous lyophilisé les grains d'atomes caféinés sous pression hydraulique filtrée? The Orville te dit, t'as fait du café. Et tu vois, alors que... Mais ce que j'aime bien, c'est imaginer que dans ce monde-là, tous les autres vaisseaux disent, avez-vous lyophilisé les grains d'atomes caféinés? C'est juste que dans The Orville, ils se prennent pas la tête. On est à nouveau dans les mecs normaux. Ils disent, t'as fait du café? Ouais, ok. Enfin, voilà, quoi. Et c'est pour ça, et c'est un très très bon début de saison, un très bon début d'histoire. J'espère que tu sais s'il y aura une saison 4. Bah, ça parle beaucoup d'un retour de The Orville, peut-être en film ou en téléfilm. Ouais. Ça s'annonce mal pour le moment. Faut pas oublier aussi que Seth MacFarlane était attendu au tournant avec cette série, quoi, parce que ça a été pendant un temps l'auteur le mieux payé du monde. Ouais.
Donc, j'ai pas trop suivi après ce qui s'est passé, mais c'est pareil, hein, que ça soit, je crois qu'il y a que Family Guy qui continue. Ouais, et apparemment, il y a même une référence à D'Urville dans Family Guy. Oui. En gros, il regarde un épisode de D'Urville et il dit « Je déteste cette série ». C'est le père qui dit « Je déteste cette série ». Et là, Seth MacFarlane sort sa vraie voix apparemment et dit « Ça m'empêche de bosser sur les Griffins ». Alors que franchement, je trouve que les Griffins... Voilà. Mais par contre, moi, il y a un truc qui... Comment dire ? Alors, je sais pas si c'est un souci parce que maintenant, je trouve que les acteurs sont déjà un peu trop vieux dès le début. Oui. Et ils ont conscience, genre Malloy, directement à la 3e saison, tu fais putain, le gars, on est déjà sur du bon quarantenaire, t'as pas assez de rookies. En même temps, dans Star Trek, il n'y a jamais vraiment eu de rookies, c'est tous des vieux, quoi. Donc ça fonctionne, mais maintenant qu'on est plus habitué à avoir, tu sais, au moins des trentenaires. J'ai vraiment l'impression que c'est une série de bandes aussi. Hein. Ouais. Le roux, il est tout le temps là. Hein. Malloy, il est tout le temps. C'est comme, j'allais dire Supernatural sur la fin, quoi. Ouais. Sur la fin, c'est une série de copains, quoi. Totalement. Et à part Adrian Palicki mais en fait, il a tellement voulu bien faire. Dans le choix du casting, dans tout, il a tellement voulu le docteur, c'est clairement une référence à DS9. Ouais. Parce que c'est un personnage pas important dans la série DS9. Voilà. Adrian Palicki, je pense qu'il avait déjà dû travailler avec, notamment sur American Dad, pour pas dire de bêtises. Bref, c'est vraiment une série de copains, quoi. Tu sens qu'il y a une alchimie entre tous ces gens. C'est vrai, et du coup, ça marche de ouf. Hein. C'est juste que, au lieu de 2017, il l'aurait sorti en 2011. La même, hein, mais juste avec l'âge, t'aurais pu avoir 10 ans de D'Urville. Ouais. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu sais, pour tout ce que j'aime les films, quand je regarde les films Star Trek, les premiers, je peux pas m'empêcher de voir leur équipage en Futurama, là. Ouais. Tu vois, où ils sont tous des tout vieux, tout fripés. Tout fripés, et tu fais, ok, les gars, c'est bien, mais tu vois. Et je trouve que du coup, ils ont des implications émotionnelles très très fortes qui sont très belles. Ce sont des personnages excellemment bien écrits. Faut pas forcément mettre des jeunes, mais tu sens très très vite à un moment donné le poids des années. Et d'ailleurs, c'est même considéré que dans l'histoire, le personnage de Seth MacFarlane, putain, chaque fois je me bourre dans ce nom. En gros, c'est un mec qui a raté sa carrière. Il était prometteur, il a complètement raté, et maintenant il est un peu has-been et on lui donne une petite chance, quoi. Et c'est le Kirk inversé, en fait. Oui. Le Kirk est le plus jeune de la fédération patati patata, lui il est le plus vieux, on pourrait dire le plus vieux à son niveau. Donc c'est plutôt ça, quoi. C'est juste ça, mais pour moi, on s'en fout, c'est bien joué. Et puis c'est une bonne série. C'est ça, c'est une bonne série. Et voilà, je crois qu'on a un peu tout dit, 50 minutes. Exactement. Est-ce que donc la prochaine fois, alors, on va d'office parler de la saison 2. Il n'empêche que j'ai été voir Le Royaume de la planète des singes et que j'ai été le voir 2 fois. De quoi on parle la prochaine fois? On va attaquer la saison 2 de The Orville. Comme ça me laissera le temps de me mettre à jour sur la planète des singes. Parce que, à part le film de Tim Burton, La planète des singes, j'ai fait l'impasse sur le reste. Waouh! Alors ouais, il faut absolument que tu les regardes. D'accord. Voilà. Alors on parle de D'Urville saison 2 la prochaine fois. On vous dit, passez une bonne soirée. N'oubliez pas de regarder les étoiles et de rêver. Bisous Cyril. Bisous, à bientôt tout le monde. Ciao à tous.